Bonjour Anne-Julie, Bonjour Émilie. tu es professeure de yoga, tu comptes à ce jour plus de 1000 heures de formation que tu as réalisées dans différents pays. Tu as créé il y a quelques années ta propre méthode que tu as appelée Chakra Flow. C'est un enseignement qui est articulé autour des chakras. Il n'indique pas à tes élèves une pratique unique, il invite au contraire à chaque séance à de nouvelles explorations et à une meilleure découverte de soi. Tu aimes transmettre et c'est ainsi que tu es logiquement devenue formatrice et tu viens d'aller plus loin dans ce partage avec la sortie de ton livre Chakra Flow. C'est aux éditions Larousse et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Rappelons-le pour les non-initiés, les chakras sont des centres énergétiques du corps et ils influencent notre bien-être physique et mental. Alors ton livre, j'ai trouvé, c'est vraiment une méthode concrète mais surtout facile justement pour apprendre à se connecter à ses chakras, à devenir son propre guide et surtout il est accessible à tous. Dis-moi si je me trompe. Non, c'est ça. En fait, l'idée, c'était vraiment de rendre les chakras beaucoup plus concrets, beaucoup plus accessibles. Là où on peut avoir, dans un premier temps, l'idée du flou artistique autour des chakras, quelque chose de très ésotérique, quelque chose de limite un peu perché. Et voilà. Et comme tu l'as dit, ma volonté, c'est de transmettre. Et c'est pas juste transmettre des mots magiques, mais c'est vraiment de mettre du sens et du concret dans les chakras. C'est ça, et c'est justement une vision holistique de l'être humain dans son ensemble. Et tu parlais du côté ésotérique. Toi, tu arrives justement un petit peu à, on va dire, rationaliser peut-être ça, à le remettre, on va dire, dans le quotidien des personnes, c'est ça, par le biais du Oui. yoga. Comment t'as réussi cette magie? Alors effectivement, hein, déjà le côté holistique, c'est prendre en compte les choses dans leur globalité. Donc c'est pas prendre en compte que le corps, par exemple quand on fait du yoga, c'est de voir aussi tout l'aspect émotionnel, intellectuel, spirituel, physique bien sûr du yoga, aussi énergétique. Mais énergie et énergétique, c'est pas un gros mot, c'est une vraie chose, une vraie donnée qui existe. Et déjà j'ai voulu essayer de commencer par ça. En fait, c'est pas de la magie, tu sais, à force d'entendre des gens qui te disent ah là là, tu sais, il faut lâcher prise. Ou alors ah non, mais tu sais, les chakras, c'est un truc, tu le sens ou tu le sens pas, c'est un truc que tu as au fond de toi. Écoute-toi ou fais-toi confiance. Enfin, tous ces mots magiques, toutes ces formules-là qu'on sort un peu à tout bout de champ, mais sans vraiment expliquer ce que c'est et comment on fait. Et du coup, moi, j'en avais un peu marre d'entendre ces phrases magiques. Et j'ai voulu essayer de comprendre, en fait, c'est quoi se faire confiance, par exemple, si on prend cet exemple-là. Et donc, j'ai vraiment voulu donner une définition de la confiance. Et comme tu le disais, donc sur différents plans, aussi bien avec des postures de yoga dans le livre, mais aussi bien avec des exercices concrets, de la narration, parce que le début de chaque chapitre, c'est justement expliquer par exemple ce que c'est la confiance, si je prends cet exemple-là encore une fois. Donc voilà, donc c'est vraiment né du besoin, en tout cas pour moi déjà, personnellement, de comprendre en fait. Oui, on reviendra justement sur ce livre qui est très bien fait, effectivement, comme tu l'expliques, il est très bien structuré, on reviendra dans le détail dans la question suivante. Donc on a compris l'intérêt pour toi des chakras et comment as-tu trouvé cet intérêt justement de développer ta propre méthode, la méthode Chakra Flow? Alors c'est pas moi qui ai développé la méthode Chakra Flow, c'est la méthode Chakra Flow qui est venue à moi en fait. Ça faisait des années que j'enseignais selon mes inspirations, selon mes premiers professeurs. Et puis moi, quand je me suis formée au yoga, j'étais très intéressée par les chakras parce que ça donnait vraiment une grille de lecture, ça donnait un début, un milieu, une fin sur un parcours de développement personnel. Et puis ça aussi, ça permettait d'entrecroiser des connaissances, des données. Donc en fait, je me suis toujours essayé de suivre un petit peu ce chemin des 7 chakras, mais même dans ma vie, j'essaie de construire les choses de leur base et ensuite d'aller toujours un petit peu plus loin. Et en fait, mes cours, je les articulais comme ça, et mes formations, je les articule comme ça aussi. Et en fait, ce nom Chakra Flow, c'est un nom qui est un peu tombé du ciel. Ça faisait des mois que je disais, tu sais, il faut absolument que je trouve un nom par rapport à ce que je fais, parce que c'est quoi le yoga que je propose, parce que chaque professeur de yoga est différent, chacun sa personnalité, chacun un petit peu son petit truc, sa patte, sa technique, effectivement, sa méthode. Et le nom est tombé en fait, et c'était une évidence en fait. C'est pour ça que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai cherché à développer. J'ai pas inventé les chakras. Les chakras, voilà, sont là depuis toujours. Mais j'ai vraiment, voilà, ça reflète vraiment ce que je suis, comment je travaille, comment je donne cours et comment je structure, parce que je suis aussi, même dans mes cours de yoga ou même dans mes formations, j'ai une façon de voir les choses de manière assez structurée, ce qui permet beaucoup de liberté en fait à l'intérieur de la structure.
Justement, j'allais rebondir dessus pour avoir suivi tes cours et ta formation. Effectivement, ça ne s'arrête pas juste à la pratique du yoga, aux postures, etc. Il y a vraiment toute cette dimension que tu apportes et c'est aussi ce qui effectivement reste ta patte, ta touche personnelle. Quel est l'objectif avec la réalisation de ce livre? Que veux-tu transmettre? Et comment justement tu l'as pensé? Comment est-il articulé? Puisqu'on en a parlé, il y a plusieurs chapitres, Ouais. il y a un peu de méditation, il y a tout ça. Comment toi tu l'as pensé et souhaité? Alors déjà, ce que j'ai voulu transmettre, déjà j'ai voulu mettre à l'écrit vraiment tout ce que j'avais pu moi comprendre, apprendre après toutes ces recherches que j'ai pu faire sur tous ces petits termes galvaudés, l'ancrage, la confiance, le lâcher prise, l'énergie en fait. J'avais besoin vraiment de pouvoir expliquer ce que c'est en 3 mots simples, concrets, efficaces et accessibles pour tout le monde. Donc ce que j'ai voulu, c'est transmettre tout ce qu'on ne m'a pas transmis finalement. C'est vraiment pouvoir donner ça. Au début, je l'ai pensé, ce livre, il est né d'un désir de mettre à l'écrit vraiment tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années. De le transmettre à mes élèves dans un premier temps. Et c'est vrai que petit à petit est née vraiment l'idée du livre. Et donc il est construit évidemment en 7 chapitres, puisqu'il y a 7 chakras. Donc il y a pour chaque chapitre, pour chaque chakra, on va appeler ça une narration. Donc là, c'est moi qui écris sur les principaux aspects des chakras. Si je prends par exemple le premier chakra, le chakra racine, Muladhara, je vais expliquer ce que c'est déjà la couleur, l'élément, tout ce qui est relié à la philosophie yogique et hindouiste. Mais ça, c'est des choses qu'on peut trouver. C'est des choses qu'on peut trouver sur Internet, c'est des choses qu'on peut trouver. Ça existait déjà. Là où j'ai voulu aller plus loin, c'était vraiment de donner du concret, du sens sur des termes comme ancrage et le ramener dans le quotidien. Et comment on fait pour s'ancrer aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire? Et moment présent, c'est quoi le moment présent? Comment on fait pour se connecter dans le moment présent? Très simple, en fait ça commence par la respiration, par le corps, par la prise de conscience de soi en fait, de la première chose qu'on fait quand on est, c'est respirer. Et donc vraiment le premier chakra, c'est ça, c'est toute la base, c'est tout le début, c'est tout le commencement, c'est tout le côté primordial de l'être humain. Et ensuite, une fois que j'ai bien expliqué ce que c'est que l'ancrage, ce que c'est que le moment présent, ce que c'est que l'humilité aussi, parce que dans le premier chakra, on est associé à l'élément de la terre, et la terre, c'est aussi en latin humus, et humus, c'est aussi humilité, donc je fais aussi des liens avec tout un tas d'autres notions qui se raccrochent à ça. Le fait de pouvoir passer du temps dans la nature, par exemple, pourquoi c'est important aujourd'hui et en quoi ça peut nous aider à nous reconnecter à notre moment présent. Je parle aussi de la simplicité, par exemple, dans le premier chapitre aussi, de pouvoir apprécier les choses simples. Et ensuite, une fois que j'ai pu vraiment expliquer tout ça, on arrive sur des petits exercices concrets de la vie quotidienne. Donc des choses très simples, par exemple, dans le premier chapitre toujours, c'est prendre le temps de regarder ce qu'on mange. C'est très bête, mais on ne le fait pas assez. Donc on devrait tous prendre le temps de peut-être un peu plus cuisiner, un petit peu plus faire les choses nous-mêmes, parce que l'alimentation c'est pareil, c'est quelque chose, c'est un besoin primaire, on a besoin de boire, manger, respirer, c'est vraiment le plus important. Donc comme c'est le plus important, est-ce qu'on met de l'importance et est-ce qu'on met de la conscience dans ces choses-là? Donc petit exercice concret, regardez ce que vous mangez, essayez de privilégier des aliments qui viennent de la terre, par exemple, pour se connecter avec ça. C'est pas seulement juste se connecter à un chakra, et je préfère utiliser le terme s'ouvrir au chakra que ouvrir ces chakras. C'est je m'ouvre en fait à cette vision qui est une vision hindouiste, qui n'est pas la nôtre dans notre monde occidental, qui est une vision beaucoup plus holistique, beaucoup plus 360 degrés, beaucoup plus circulaire, cyclique. Il n'y a jamais de début, il n'y a jamais de fin, tout recommence tout le temps. Donc c'est s'ouvrir à une nouvelle vision et s'en inspirer pour améliorer son quotidien. Une fois qu'on a vu tout un tas de petits exercices, par exemple je parle aussi d'un exercice très concret sur les peurs en fait, parce que le premier chakra c'est aussi la peur, parce que c'est la sécurité, puisque c'est vraiment, on a dit, les choses les plus essentielles. Et comment on dépasse ces peurs en fait? Comment on rationalise ces peurs? Parce qu'une fois qu'on a dit j'ai peur, mais qu'est-ce qu'on fait? On te regarde dans les yeux, on te dit non, on n'est pas peur. Ouais, non, en fait, il faut vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et comment la peur paralyse, oui, par exemple. Donc, comment on fait pour rationaliser ces peurs? Parce qu'on a aussi un autre chakra, le 6e chakra du 3e œil, qui lui, c'est la raison, c'est l'intellect. Et donc, du coup, ça fait aussi des liens avec des chakras. Une fois qu'on est arrivé sur ces exercices pratiques, il y a des inspirations comme un dieu de l'hindouisme pour chaque chapitre, un dieu ou une déesse de l'hindouisme. Pareil, c'est vraiment pour s'ouvrir et s'inspirer. Une méditation donc très concrète
Là, c'est la méditation de l'ancrage, de l'enracinement pour le premier chapitre. On a un mantra, donc des phrases à répéter. Donc pareil, c'est une intention de se connecter ou pas à une idée de présence, d'ancrage, d'être, et ne pas faire, mais d'être. Et des postures de yoga, évidemment, en vue d'utiliser le corps, parce que ça passe par le corps, surtout dans le premier chakra, puisqu'on l'a dit, c'est aussi le corps, c'est les choses terrestres, charnelles, primordiales. Et donc voilà, on va faire des postures de yoga, bien sûr, en lien avec les jambes, les pieds, les appuis, le contact avec le sol, une petite respiration aussi. Peut-être que j'oublie des choses parce qu'il est quand même très riche, comme tu peux le voir. Voilà, tu l'as déjà vu et déjà lu, mais voilà, il est très épais, très riche. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Et ça pendant 7 chapitres, mais il y a un 8e chapitre qui est justement sur les liens entre les chakras. On y reviendra effectivement un petit peu plus tard. Moi, je me posais la question. Donc là, tu donnes tout ton savoir, tu transmets tout ton savoir pour rendre finalement le lecteur autonome. Toi, parce qu'on dit souvent que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés, mais est-ce que tu t'intéresses aujourd'hui particulièrement à un ou plusieurs chakras et pourquoi ? Alors, je m'intéresse toujours tout le temps à plein de chakras. C'est sûr qu'il y a ceux avec lesquels on a une affinité, ou en tout cas, on retrouve beaucoup de ces aspects dans la vie quotidienne. Par exemple, quand on habite à Paris, dans une grande ville, où on fait plein de choses à la minute et puis qu'on est assez loin de la nature, rapidement, le premier chakra, il nous appelle. Hein, c'est normal, mais ça peut être le contraire aussi, hein, bien sûr. Et puis après, il y a des chakras auxquels on ne pense jamais. Et peut-être que c'est un signe qu'il faut y penser un peu plus. Ce que j'aime bien faire, c'est surfer un peu sur les saisons et sur les événements. Donc, par exemple, là, on est en hiver, donc j'aime bien me concentrer un peu plus sur le chakra sacré, donc symbole de l'eau, du mouvement, du recommencement, mais aussi de la mise au repos, de laisser un peu les choses circuler d'elles-mêmes. Et puis le 6e chakra, où on est vraiment sur une saison de repli, de retour à soi. Et donc le 6e chakra, c'est l'intérieur, hein, l'intellect, l'intuition, l'introspection, tout ce qui est intérieur. Donc c'est intéressant aussi d'aller piocher un petit peu là-dedans. Mais on pourrait faire le contraire, on pourrait se dire on est en hiver, alors au contraire on va s'ouvrir, on va aller plutôt vers le 4e chakra, le chakra du cœur, et puis on va pas se renfermer justement, et on va s'ouvrir, donner, rencontrer, sortir et balancer un peu les potentiels déséquilibres. Mais c'est vrai que c'est important de rester un certain temps sur une notion. Par exemple, si on parle d'ancrage et de moment présent, c'est pas une journée. Il faut vraiment essayer de le vivre au moins une dizaine, quinzaine de jours, si on veut vraiment sentir qu'il y a une transformation. Donc je conseille d'entretenir un petit peu, y penser un petit peu chaque jour pour que ça s'instaure un petit peu comme une routine. Tout à fait, tout à fait. Sinon, en fait, on a trop vite fait de lire, de tout emmagasiner, de tout penser connaître, de tout penser savoir, et de plus vivre, mais d'être dans la consommation finalement. Alors que non, ça prend du temps, c'est un process. Donc on y revient systématiquement. Et c'est aussi pour ça que le livre est structuré de cette manière. On puisse revenir régulièrement sur tout ce qu'on a besoin. Et toi, actuellement, tu as un défi à relever. Donc, tu parlais, on est en hiver, donc soit s'ouvrir, soit... est-ce que tu sens que tu as un défi à relever? Et si oui, comment tu t'y prends? Alors, je n'ai pas spécialement un défi, mais c'est vrai que mon intention un petit peu pour cet hiver, c'est d'être dans la vibes de l'hiver et donc d'être dans le repli, de ne pas prendre des décisions, alors c'est pas prendre de décisions, mais de ne pas créer de nouveaux grands projets cet hiver. Voilà. Tu laisses je laisse infuser, alors en médecine chinoise, c'est aussi le moment où la graine, elle est dans la terre, tout au fond de la terre, et on doit la laisser tranquille. Si on ne la laisse pas tranquille, elle ne va pas pousser. Donc il faut vraiment la laisser tranquille le plus longtemps possible, et pour qu'au printemps, ça puisse éclore. Donc là, mon défi, c'est pas lancer de nouveaux projets là tout de suite. Alors dans ton livre, tu expliques comment justement mettre du yoga dans sa vie, cultiver la spiritualité liée au yoga. Ça veut dire quoi pour toi? Alors déjà, c'est important de dégalvauder tout de suite ce terme spiritualité qui peut vouloir tout dire et rien dire pour certaines personnes. On peut l'associer rapidement à la religion, mais évidemment, c'est pas que, voire pour moi, pas du tout. En fait, je posais la question à l'époque à Avignon, parce qu'à Avignon, quand j'habitais à Avignon, les gens aimaient beaucoup
voilà, les histoires très spirituelles. Donc je posais la question, mais c'est quoi la spiritualité? Et on me répondait, ah, mais c'est un truc, tu comprends, tu le sens ou tu le sens pas. Enfin, ok, aucune réponse. Donc j'ai vraiment cherché, et pour moi la spiritualité, c'est apprendre de soi, se relier à soi pour pouvoir se relier aux autres. Donc dans le yoga, souvent on pense spiritualité, on pense à penser à soi. Et on pense à beaucoup s'écouter en fait. On dit écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Oui, mais la question c'est qu'est-ce qu'on écoute? Parce qu'il y a plusieurs voix dans nos têtes. Je ne sais pas à toi, mais en général, on est plusieurs. Il y a plusieurs. Au moins, on va dire il y en a deux. Il y a une voix que si j'écoute trop, je vais faire n'importe quoi. Et que si j'écoute pas, je vais faire n'importe quoi aussi. Donc l'idée c'est de bien comprendre quelle est la voix qu'il faut écouter. Donc voilà, donc ça pour dire que la spiritualité, c'est pas l'égoïsme, c'est pas juste revenir que sur soi, c'est aussi les autres. Et donc le yoga, même si c'est une pratique très individuelle, c'est aussi une pratique universelle. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc, pratiquer le yoga, oui, mais pour se regarder à travers un écran sur Instagram, non. On est dans un monde, et en fait, cultiver la spiritualité, ça veut dire trouver du sens pour soi et soi-même. Donc en yoga, on appelle ça son dharma, sa mission de vie, et des autres. C'est-à-dire que quel est le rôle que je vais jouer dans ce monde qui, lui, est là, en fait, en constante évolution. Je ne suis pas juste toute seule ici à Paris. Voilà, il y a plein d'autres villes, il y a plein d'autres pays, et il y a plein de planètes aussi autour. Enfin voilà, on fait partie d'un univers. Donc c'est bien sûr se reconnecter à soi, mais ne pas oublier qu'on est on n'est pas tout seul. Et donc le yoga, ça aide beaucoup à cultiver sa spiritualité sur bien des aspects. Je vais te donner un exemple, le plus concret, facile, pratique. En fait, le yoga, c'est un lieu d'expérience. Enfin, le tapis, voilà, le petit tapis là sur lequel on pratique, voilà, c'est un lieu d'expérience. Donc, en fait, c'est utiliser ce tapis. C'est comme une parabole. C'est-à-dire que si je m'acharne à absolument vouloir réussir une posture, il y a des chances que je me blesse, par exemple, parce que je m'acharne et je suis dans le contrôle. Donc là, par exemple, j'apprends, en pratiquant le yoga, à faire la distinction entre les choses que je contrôle, les choses que je ne contrôle pas. Il se trouve que quand on arrête de vouloir tout contrôler, qu'on commence à lâcher prise et qu'on prend de la distance et de l'humour aussi sur notre pratique de yoga, les postures arrivent et voilà, on finit par se dépasser ou pas. Et peut-être qu'on ne fera jamais le grand écart facial. Mais on va l'accepter aussi. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment un lieu d'expérience. Donc si j'arrive à, sur mon tapis, prendre du recul, me détacher, me connecter à moi, à mon souffle, à mon corps, mais aussi me connecter au monde qui m'entoure, parce que c'est ça la méditation. C'est pas que se connecter à sa respiration. En art martial, quand on médite, c'est aussi pour capter le mouvement de l'autre derrière soi. Enfin voilà, il y a derrière soi, devant soi, on pourrait fermer les yeux et puis voilà, capter des personnes qui viennent bouger autour de nous. Donc c'est vraiment vivre une expérience. Le yoga offre plein d'outils, que ce soit des outils physiques comme les postures ou la méditation ou l'ayurveda, enfin tout un tas. Bon, tu sais que le yoga c'est très vaste. Mais voilà, en tout cas, on peut cultiver beaucoup d'aspects de sa spiritualité dans le yoga, c'est clair. Alors on le disait déjà en introduction, les chakras pris isolément ont déjà un sens. Toutefois, comment comprendre les liens entre les différents chakras, la logique d'équilibre qui les lie tous ensemble? Parce que c'est un point que tu abordes à la fin de ton livre, je crois. Alors effectivement, je dis dès la première page de mon livre, attention à ne pas s'enfermer dans un chakra, attention à ne pas faire des gros raccourcis, j'ai mal aux pieds, donc j'ai un problème avec le chakra racine, et donc peut-être j'ai un problème avec mon papa, avec ma maman, on va pas faire ce genre de raccourcis, faut vraiment pas s'enfermer là-dedans, parce que sinon on va créer de nouvelles croyances. Et on est comme ça, on est toujours à chercher de nouvelles croyances. Donc on veut vraiment éviter de se renfermer dans un chakra et s'ouvrir un petit peu à des liens qui peuvent exister entre tous les chakras. Et ça, c'est intéressant. C'est un peu comme en médecine chinoise, où si on a un problème d'estomac, on va mettre une aiguille dans le pied, par exemple. On se dit, c'est bizarre, pourquoi c'est dans le pied alors que... Voilà, donc c'est de se dire que tout n'est pas forcément au même endroit. Et voilà, c'est une vision globale. Et le yoga, c'est une vision globale. Et si on veut aller mieux dans sa vie, c'est une vision globale. C'est pas parce que je vais faire 1 heure de squash par semaine que non, c'est marcher, c'est manger sain, donc tout est global. Donc dans cette idée-là, je peux te donner des exemples.
Ce que j'aime bien faire, c'est mettre le 4e chakra qui est au centre, c'est le cœur, qui est vraiment au milieu, aussi bien physiquement que numérairement, hein, le 4. Donc il y a 3 chakras en dessous, 3 chakras au-dessus. Et si tu veux, tu peux essayer de faire cette combinaison, de prendre les deux opposés. Donc par exemple le 1, le 7, le 2, le 6 et le 3, le 5. Alors si on prend le 1, le 7, donc le premier chakra, l'enracinement, et puis le 7e chakra, la connexion avec le divin, avec le monde complètement extérieur, avec la spiritualité, avec tout ce qu'on ne contrôle pas, avec cette mission de vie dont on parlait, le lâcher-prise total. En fait, c'est vrai que pour pouvoir lâcher prise totale, il faut quand même d'abord avoir les pieds sur terre. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à prendre, je sais pas moi, pourquoi pas on prend tous du LSD et ça y est, on a tous touché le paradis, le samadhi. Et... Non, en fait, l'idée, c'est vraiment de cultiver les deux opposés. Parce que voilà, pour pouvoir grandir, s'élever, il faut pouvoir toucher le sol. Faire tout ça en conscience aussi. Et en conscience. Et commencer déjà par le commencement. Donc on ne construit pas une maison par le toit, on commence par les fondations. Donc la vision que je propose, c'est la vision la plus classique. C'est vraiment de monter du premier jusqu'au dernier chakra. Et peut-être après on peut redescendre, pourquoi pas. Mais il y a vraiment ce commencement qui est important pour vraiment construire. C'est un chemin de développement personnel. On commence par le commencement. Et puis je peux te donner un autre exemple. Par exemple le chakra de la gorge. Et puis le chakra de la confiance, où voilà, c'est des liens qu'on peut faire. Si j'ai du mal à m'exprimer, est-ce que je peux me poser la question, est-ce que c'est juste j'ai du mal à m'exprimer? Ou alors est-ce que j'ai pas vraiment confiance en moi? Est-ce que c'est parce que je parle plus fort que les autres que j'ai vraiment confiance en moi? C'est d'essayer de faire un peu des liens, par exemple. Voilà. Et ça, c'est intéressant, on le voit dans le dernier chapitre, mais c'est aussi intéressant que chacun puisse trouver un petit peu ses combinaisons personnelles. Oui, justement, il y a quelques grilles d'exercices à la fin de ton livre. Alors, il y a un test. Voilà. J'ai hésité à le mettre. Donc c'est un test qui est inspiré du livre de Anodea Judith, qui est la pionnière dans les chakras, dans le monde entier. Donc, on lui rend hommage. Et l'idée, c'est pareil. C'est pas de faire ce test pour s'enfermer dans un chakra. Mais voilà, c'est de voir que peut-être on a plus confiance en soi que ce qu'on croit. Ou on a plus de spiritualité que ce qu'on croit. Hein, parce que parfois on croit qu'on n'a pas confiance en nous, on ne se rend pas forcément compte que finalement la confiance, c'est pas ce qu'on croyait. Très bien, voilà, je montre à la caméra donc le petit test que l'on retrouve à la fin de l'ouvrage. Merci beaucoup Anne-Julie, je rappelle donc le titre de ton livre Chakra Flow et c'est aux éditions Larousse. Pour te retrouver et suivre ton actualité et ton travail sur ta plateforme anjulieyoga.video et bien sûr sur Instagram, Anne-Julie Yoga, tout attaché, c'est bien ça? Très simple, Anne-Julie Yoga, pas de surprise. Un mot avant de nous quitter? Eh bien écoute, juste merci beaucoup. Faut pas hésiter à rentrer en contact avec moi sur mon site comme tu viens de le dire ou sur Instagram, que ce soit pour les formations. Et puis sinon le livre est disponible partout, donc à la Fnac, en ligne ou dans les magasins, chez votre libraire. N'hésitez pas à le demander à votre libraire aussi, à le partager. C'est un beau cadeau aussi à faire. Donc c'est que le début. Eh bien, merci beaucoup Anne-Julie, merci à toutes et à tous.